On va faire comme on-fan. C'est comme on veut, on alterne, on fait des symétries, tout est bon, donc c'est bizarre. Bon, mais écoutez, merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous pour notre dernière rencontre de notre perspective ICC de l'été. Notre thème ayant été de traiter des espaces qui ont été pour le coup maltraités pendant la Covid. Ça nous intéressait justement de voir un petit peu comment ces êtres-là avaient été traités ou pouvaient être traités pendant la Covid. Donc on avait commencé avec les espaces urbains, puis nous sommes allés vers les espaces culturels, puis les espaces commerçants, et ce soir donc, nous allons parler avec nos invités, merci d'être là, des espaces de vie et de travail. Alors, le terme espace de vie et de travail, bientôt on va mettre des tirets entre tout ça, comme si c'était devenu comme un terme en fait accepté par tout le monde. C'est certain que c'était une idée, un thème, en tout cas une tendance qui arrivait. On s'entendait dans le fait de pouvoir donner en tout cas une seconde vie, on va dire, à ce type de lieu. Donc les lieux de travail, ceux où généralement on doit aller pour respecter la réflexion de productivité par rapport à ce genre de choses. Donc ce soir, on va aborder avec nos différents invités qui vont se présenter au fur et à mesure ces thèmes, voir un peu dans leur propre réalité personnelle et professionnelle ce que la Covid a amené, de voir un petit peu des tendances qui ont été accélérées, puisque la Covid maintenant a aussi appelé le grand accélérateur, donc quelles tendances ont pu être accélérées, et quelles preuves ou projets intéressants on est en train de voir émerger qui pourraient donner un petit peu le ton et le rythme pour la suite. Donc à nouveau, bienvenue, je m'appelle Christophe, je suis le co-directeur à la piscine en charge des programmes et de l'innovation. Alors je vais laisser nos différents invités se présenter. Donc merci de vous présenter, puis de nous dire un petit peu cette Covid, vous l'avez vécue comment? Donc, est-ce qu'on répond à toutes les questions là? Oui, qui es-tu et comment tu as vécu dans ton fort intérieur ce moment passionnant? Moi, je suis Marjorie Wilson, je suis la directrice générale d'Entremise. Je suis ici ce soir avec mon collègue Francis Lasselle. C'est le directeur au développement des enfants chez Entremise. Donc, Entremise, c'est une OBNL. On existe depuis 2016, puis on accompagne les propriétaires et les communautés dans la facilitation des projets d'urbanisme transport. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu parler, mais grosso modo, on a parti de tous les repères des projets temporaires, so temporary use, qui a été vu beaucoup aux États-Unis, en Europe. Puis on a importé ce concept à Montréal pour essayer d'accompagner dans la requalification des grands ensembles publics. Puis aujourd'hui, on travaille avec la Ville de Montréal notamment, mais on travaille également avec des promoteurs privés ou même des promoteurs de projets communautaires pour essayer de voir comment on peut appliquer des approches de processus et de planification itératif dans les projets plutôt traditionnels. Donc, un exemple, actuellement, c'est qu'on travaille sur la Cité des Hospitalières. Fait que c'est une annexe de l'ancienne Hôtel Dieu, l'ancienne ensemble qui se trouve sur Montréal. Puis on accompagne la ville vers une requalification. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on leur aide à questionner une grande partie de leur pratique par rapport à la planification immobilière. Par exemple, la mise aux normes. D'habitude, on croit qu'on ne peut pas mettre des occupants dans un espace tant et aussi longtemps que le bâtiment n'est pas mis aux normes. Je pense que je vous dis quelque chose que vous connaissez tous déjà. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup de la mise à niveau. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre le bâtiment utilisable selon ses usages, ses programmes existants, sans forcément faire des gros changements afin de pouvoir rentrer le plus rapidement les occupants. C'est ça qu'on fait en ce moment. C'est sûr que le COVID, ça c'est un exemple. C'est sûr que le COVID a amené des petites surprises. On espérait ouvrir les hospitalières le printemps passé. Donc, ça a été évidemment très ralenti quand tout le monde se questionnait rapidement qu'est-ce qu'on va faire avec les espaces de travail, les espaces partagés, les espaces de rassemblement. Je pense que tout le modèle en soi d'espace partagé, coworking a été questionné. Et nous aussi, on a ouvert notre
propre espace, laboratoire, coworking sur la rue Sainte-Catherine. Donc, c'est un projet en lien avec UQAM. C'est vraiment un lieu qui est dédié, on l'appelle l'espace Ville autrement. Donc, c'est dédié à des pratiques innovantes en urbanisme et en architecture. Et rapidement, on a compris qu'on n'allait pas avoir des occupants nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Donc, tout est coupé en moitié, mais c'était intéressant parce que ça nous a permis de... déjà, je pense que l'élan où on pensait qu'on allait être en janvier a été stoppé très rapidement, mais c'était quand même comme toute chose positive qu'on a pu prendre un petit peu de recul puis prendre plus de temps pour développer des projets. Le développement des communautés, notamment des communautés transports communautaires issues de l'économie sociale, ça prend énormément de temps. Donc, c'est ça, on va juste profiter de ce temps-là pour... Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Tout à fait, surtout t'as ouvert plein de pistes. Ça a tout bouleversé. Pour pouvoir en dire, on s'entend que la transition entre la non-Covid, la Covid et après l'après-Covid, non ou avec Covid, peu importe, mais disons que c'est quand même pas mal des moments de transition, là, de vider, de remplir des tours amurantes du centre-ville. On s'entend qu'il va certainement y avoir des réflexions de transition à prévoir, donc on pourra ne serait-ce que parler de ça tout à l'heure, effectivement, par rapport à ça. Super, merci. Bon. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis Hugo Gagnon, architecte associé chez Neuf Architectes. La firme va célébrer l'année prochaine ses 50 ans, donc je suis arrivé un peu après l'ouverture quand même. Et on a un bureau à Montréal, à Ottawa et à Toronto. Puis, pour répondre à ta question, je dirais qu'au lendemain du COVID, ça a été un moment de grande nervosité. Il a effectivement fallu prendre les 180 personnes qui travaillaient dans les bureaux, puis se réinventer avec 180 bureaux à la maison. Le bilan de ça, parce qu'on avait, je dirais, dans de bonnes conditions technologiques, ça s'est fait relativement bien, étonnamment. La production n'a pas du tout ralenti et on a même continué de grandir en recevant des nouvelles commandes dans ce contexte-là. Ce qu'on observe après tout ça, parce que là, la tour s'est vidée, nous on est installés dans la tour TELUS au 32e étage, la tour s'est vidée et tranquillement on a commencé à revenir. Et aujourd'hui, on laisse la porte ouverte. Les gens font ce qu'ils veulent. On les invite à venir travailler au bureau. Il y en a qui choisissent de ne pas revenir parce que finalement, ça fonctionne. Et dans notre pratique, comme je le disais, le télétravail, avec les modes de communication, les outils de réalité que nous avons, fait qu'on est pleinement capable de produire les projets à distance, mais il existe une culture d'entreprise, puis ça, avec le temps, ça peut s'effriter. Donc, on souhaite que les gens reviennent au bureau de plus en plus, puis en comprenant que cette poussée d'innovation que va produire le COVID nous amène ailleurs. Donc, ça ne sera plus ce que c'était. Et ça sera autre chose, l'équilibre entre travailler au bureau et travailler à la maison. Je donnerais un exemple. Dans notre milieu, comme on le sait, on va par exemple tourner autour d'environ 100 personnes, 100 pieds carrés, 110 pieds carrés par personne dans un bureau. Donc nous, on a 16 000 pieds carrés, on est environ 145. Et il y avait un stress parce qu'on essayait de grandir, mais à un moment donné, l'espace était plein. C'est terminé. Il n'y a plus cette question-là. On peut passer de 145 à 250. On ne se pose même plus la question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore, on sait qu'on va faire ça, mais on ne sait pas encore exactement comment. Donc, est-ce que ça va être, chaque bureau est partagé? Est-ce que ça va être certains utilisent que les salles de conférence? On ne le sait pas. Mais la porte est ouverte, puis on ne se pose plus cette question-là. C'est un grand changement. Donc un bon changement. C'est un changement qui est assez positif, oui.
Encore une fois, pour nous, ce qu'on renomme souvent, c'est cette notion d'effritement de la culture, parce qu'on a l'impression d'avancer actuellement sur un héritage. Tu peux pas, comme on engage du nouveau monde, tu peux pas dire à quelqu'un « viens travailler chez Neuf », puis jamais se voir et penser qu'un an plus tard, il va visiter du bouncing. Ça, à un moment donné, il y a une limite à ça. Donc, il faut trouver d'autres manières de se rencontrer, de se voir. Ce n'est pas nécessairement dans le lieu de travail. Et ça, c'est un premier point. Puis, ouais, ben, c'est le principal, en fait. Ouais. Super. Bon, on va pouvoir revenir à ça sur ces questions-là qui se croisent. Dernière invitée, toi. Bonjour, moi c'est Hélène Fortin, je suis designer associée chez Biped. On est une boîte de design qui œuvre autant en résidentiel qu'en commercial. Donc on a des projets qui vont de la plus petite échelle de vraiment réaménagement complet d'une maison, d'un condo. On va s'associer avec des architectes pour collaborer le temps d'un projet sur un agrandissement, une construction neuve. Et on a aussi des clients qui viennent nous voir pour faire des aménagements de bureaux. On a fait des boutiques, des cafés. On est assez multifonctionnel. On œuvre dans différents domaines. Puis on aime ça, finalement, aussi travailler à différentes échelles. Donc, tant l'échelle de l'objet, du mobilier, créer vraiment dans le détail un objet que créative, plus à l'échelle de l'espace, donc intérieur, extérieur. Puis, ben, nous, c'est un peu différent là, de Hugo. On est vraiment une petite équipe. On est, à la base, on est un noyau de 4 personnes auxquelles s'ajoutent, comme je disais, des collaborateurs. Puis quand le confinement est arrivé, donc ça a été quand même très facile pour nous de s'adapter puis de dire OK, tout le monde, on part avec nos postes de travail, on met tout sur le cloud, puis on continue de fonctionner comme ça. On se fait des petits meetings à chaque matin pour se voir puis se demander comment on va, puis voir comment les projets évoluent. Mais on a même vécu le départ, en fait, d'une employée qui est partie en France de façon un peu précipitée parce qu'elle avait un PVT, donc elle devait retourner dans sa famille là, avec le COVID, puis elle est enceinte, en tout cas, bref. Je tombe dans l'anecdotique, mais bref, on a vu que de travailler à distance et même outre-mer, de continuer à avoir une cohésion puis d'avancer sur les projets, ça fonctionnait. Mais je pense que là, c'était dans une situation de télétravail aussi qui implique les enfants. C'était un peu essoufflant, là, tout ça. Donc là, on retrouve une normalité où on réalise aussi qu'on veut l'intégrer et l'offrir vraiment cette flexibilité-là à nos employés de pouvoir télétravailler. Ben, nous, on le faisait déjà en tant que chef d'entreprise pour des moments où on avait envie de se concentrer à la maison puis donc de travailler à distance. Mais là, on se dit, ben oui, offrons-le, mais on veut quand même continuer de se rencontrer puis d'avoir un lieu de travail qui physique où là, on a aussi nos outils de travail sur place, notre matériothèque. Donc, ça demeure un incontournable à mon avis. Puis, ben, il s'avère que, étant designer du projet pour la piscine ici, ben, en fait, le confinement est arrivé vraiment à un moment, en fait, au parfait moment, si je peux dire, parce que le gros de l'enveloppe, les espaces étaient réfléchis, les aires communes, tout ça, mais tout le mobilier, tout ce qui n'est pas fixe, n'était pas encore acheté, commandé. Il y avait évidemment des recherches et il y avait déjà un plan d'aménagement qui était fait, mais ça nous a permis de vraiment prendre une pause, de dire OK, qu'est-ce que ça implique cette nouvelle réalité-là? Et ben, Delphine nous est revenue avec un peu la réflexion de
pousser encore plus loin, puis d'avoir une réponse qui est encore plus adaptée à votre mission, finalement. Et là, je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite avec ça, mais... Allons-y, de toute façon, parce qu'on peut tout à fait le faire. C'est sûr qu'on a parlé, comme je vous le disais, beaucoup de... amener de la vie dans des espaces de travail, c'était quand même pas mal ça l'idée. Mais en fait, on n'avait jamais vu venir vraiment avec la Covid la contrepartie qui est que le travail s'invite à la maison. Donc en fait, tu dois transformer aussi une partie de tes espaces de vie en espaces de travail. Donc là, d'un coup, il y a cette réalité-là aussi. Et puis, on va donc en parler pour regarder un petit peu justement au niveau des tendances, qu'est-ce qui se passe, parce que là, vous en avez même parlé d'ailleurs. Bien sûr, quand on passe aux espaces, on parle du bâti, on parle globalement du design de l'intérieur, donc de la mitigation en fait des flux à l'intérieur de ça. On peut parler effectivement aussi, justement, certainement dans les tendances qu'on va voir au niveau du bâtiment lui-même, c'est-à-dire toute cette pensée sur la distanciation, mais même la qualité de l'air, sur un certain nombre de choses. Il y a certainement des points qui ont été accélérés là-dessus. Et puis, veut pas, tu en as parlé, communauté et des employés, puis là, c'est vraiment le cœur de votre métier, assurer cette cohérence, même dans une transition, parce que grande transition, il va y avoir, donc ces humains-là. Donc, ça serait peut-être un petit peu sur ces trois directions-là, au niveau des tendances, qu'est-ce que vous avez vu émerger, ou vraiment comme accélérer, qui, d'après vous, va rester comme des points de référence. Mais si on peut commencer effectivement par... les tendances ou les réflexions qu'on a eues ensemble finalement par rapport à ces espaces-là, qui doivent être des espaces ouverts, mais quand même aussi, etc., hors Covid, donc pour les projeter derrière. C'était quoi les grandes tendances ou grandes réflexions là-dessus? Je pense qu'en étant un lieu de coworking, il y avait une réflexion à faire sur carrément qu'est-ce que ça signifie être dans un espace de coworking quand tu as la possibilité de pouvoir travailler à la maison, qu'est-ce qui va motiver les entreprises à se regrouper puis à travailler ici. Donc, c'était justement de répondre à la lacune de se retrouver isolé. Donc, vraiment de créer un lieu qui va être axé sur le travail d'équipe et qui va être très flexible et pouvoir s'adapter aux besoins de chaque équipe, de chaque entreprise qui veut travailler ici, donc qui va pouvoir, dans le fond, on a créé comme un système de mobilier modulaire qui allait permettre une très grande flexibilité puis qui allait engager les gens à forger eux-mêmes leur environnement, donc à partir de modules très flexible qui allait générer des configurations différentes. Et en faisant ça, les gens sont engagés ensemble déjà au moment initial de s'installer dans cet espace-là. Okay, comment on va s'installer, comment on va travailler, qui va venir s'ajouter après par la suite, quelles autres équipes autour de nous vont pouvoir collaborer sur un projet. Puis souvent, les gens dans le domaine créatif et culturel travaillent par projet, donc même les besoins vont varier à travers une année selon les projets. Donc, la réponse a été de créer donc, c'est ça, je disais, un système modulaire. Donc, tu as comme une unité de base qui est la table, qui est un arc de cercle qui, selon la configuration, peut créer une petite vague, une grande vague, une cible, un cercle autour duquel on va se rassembler pour travailler, mais que tout ça peut bouger facilement, sans outils, peut être reconfiguré. Puis on adjoint à ce module-là aussi ce qu'on appelle un satellite, qui est comme un petit plateau qui vient se fixer à la table puis qui va permettre de désencombrer les surfaces, poser les objets personnels, la tasse à café, le téléphone, ou même servir pour déposer les blocs de recharge, puisqu'on a choisi vraiment d'être super flexible, donc de ne pas avoir la contrainte de
se brancher dans une prise fixe. Donc, la batterie permet d'être plus libre dans les mouvements et donc, il fallait la mettre quelque part. Donc, ce plateau-là qui est un peu plus bas que la surface permettait de recevoir aussi cet élément-là. Puis, on voulait aussi intégrer de la biophilie parce qu'on trouve que les plantes, c'est les éléments naturels vivants, c'est déjà c'est une tendance, mais on voulait vraiment l'intégrer au cœur des îlots de travail, d'avoir des éléments de verdure qui viennent ponctuer. Et on finit l'aménagement par des panneaux, des cloisons en fait mobiles qui permettent de créer des sous-espaces, donc des panneaux qui sont en forme d'arc de cercle, qui créent vraiment une atmosphère enveloppante et qui va servir d'absorber le son. Et aussi, il y aurait certaines surfaces qui seraient inscriptibles et qui vont permettre vraiment d'être dans du brainstorming avec ton équipe, etc. Donc, quelque chose de hyper flexible. Donc vraiment le maximum de la flexibilité, voilà. en poussant effectivement comme une réflexion vraiment organique, en fait une agilité, on va dire, d'un espace intérieur qui doit vivre au fur et à mesure pour respecter quand même évidemment un certain nombre de choses et qui finalement tombe évidemment dans toutes les réflexions évidemment qu'on a eu au fur et à mesure puis qui ont été exacerbées par rapport à ça. D'ailleurs des réflexions qui pourraient d'après toi s'adapter dans un environnement résidentiel par exemple sur définir des espaces de travail à l'intérieur d'espaces de vie parce que inversement comme je disais il y a aussi cette réflexion là certainement à faire. Ben, je pense qu'au sein de notre espace domestique, on a la possibilité de changer d'environnement, d'être plus flexible, de ne pas être posé devant un poste de travail, donc de réfléchir à l'environnement avec différentes zones, puis de ne pas être confiné dans un bureau fermé parce que justement on est habitué à travailler dans des open space, on ne peut pas être confiné dans une chambre. Idéalement, bon. Idéalement, ça dépend des métiers. Oui, ça dépend du nombre d'enfants aussi dans l'environnement immédiat par rapport à la tranquillité que tu peux avoir, en tout cas. Parce que je dirais, j'achète toute la première partie, toute cette explication. Dans le fond, on va prendre ça puis on va la transposer chez Neuf. Parce que ce qui se passe, tu me faisais repenser, ce qui se passe dans ce changement-là, c'est que, dans le fond, pour encourager un retour au travail, puis pour aller vers cette idée qu'on puisse être plus, le poste qui sera partagé, avec 2 ou 3 personnes, peut en plus diminuer en nombre, et on a déjà cette idée est-ce qu'on avait plus de salles de réunion qu'on en a éliminé, donc de les refaire, et d'en faire peut-être plus. Parce que dans le fond, ça revient à dire, ce qui justifie de se retrouver au travail, c'est de se rencontrer. C'est certainement pas d'aller s'installer devant son bureau, puis d'être tout seul dans sa tête toute la journée avec son projet. Alors, et puis toutes les réflexions que tu partages pour le redire, ce sont toutes des idées qui vont dans le sens de faire en sorte que les salles de rencontre soient les plus polyvalentes possibles, les plus flexibles. J'ajouterais à ça tous les outils, parce que le COVID nous a fait un saut en avant avec la technologie, tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est écran, ne serait-ce que la plateforme, on a fait un saut énorme, donc on arrive à communiquer beaucoup mieux. Je suis passé, moi, du MacBook à l'iPad Pro, puis l'iPad Pro me permet de faire mon travail à 100%, puis on sketch à l'écran dans un Zoom, puis on arrive à communiquer très bien avec l'équipe. Donc, c'est ça vers le bureau, mais vers le travail, vers la maison, je faisais la parenthèse parce que, je sais pas, je pense à des gens qui sont des techniciens qui doivent avoir 2 écrans avec une grosse structure, puis c'est pas vrai, là, tu parles avec toi, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a peut-être un moment où tu veux faire une autre tâche qui est oui, tu as cette flexibilité-là, tu peux te déplacer, partir avec ton crayon, t'installer dans la cuisine, mais je te dirais que là, si je prends cette partie-là, non pas chez Neuf, mais vers nos clients, on fait plein de projets résidentiels de tours et notamment de moyenne, de grande
taille. Et on a vu rentrer une vague de demandes durant le COVID qui était carrément des changements dans le programme fonctionnel. Qu'est-ce qui va en rester? Ça, c'est une autre question qu'on peut débattre aujourd'hui. Moi, j'ai un certain scepticisme par rapport à ce qui va rester à long terme sur plein d'initiatives, mais disons concrètement, il y en a qui se mettent en place, comme dire, bon, ben, le DEN, qui est l'espace de travail, on va l'intégrer dans l'appartement, dans l'unité de vie, puis il va être mieux pensé, il va être bien ventilé, il va être mieux éclairé, il va être flexible, mais quand même dédié. Puis il va donner l'espace séjour, mais à un moment donné, je veux dire, quand les bambins sautent partout, tu veux avoir ton intimité, puis tu as peut-être besoin d'avoir un panneau coulissant qui ferme cette zone-là du reste de l'espace de vie. Donc ça rentre, puis on travaille à ajuster des projets en développement qui vont dans le sens de réfléchir au travail à la maison, qui est peut-être la partie, en tout cas pour nous, qui devient la partie privée. C'est quand tu es seul que tu travailles chez toi, puis c'est quand tu veux vous rencontrer que tu t'en vas au bureau. Sinon, il y a toute la question d'hygiène, mais ce n'est pas le sujet de la journée. Ben si, justement. Mais parce que c'est celui-là auquel on ne pense pas obligatoirement, tu sais, quand ben, c'est parce que s'il y a quelque chose qui, ça, je pense, qui va rester à long terme, c'est toutes ces interventions on rentre dans un bâtiment résidentiel, il y a des espaces communs, et on peut faire un saut en avant puis pas reculer par rapport à, par exemple, ne rien toucher. Donc la porte s'ouvre, tu ne touches pas au bouton de l'ascenseur, tu ne touches pas aux parois des murs, puis tu te rends jusque dans devant ta porte résidentielle, la tienne. Et celle-là même, en fait, tu ne l'ouvres pas, tu utilises ton téléphone. Donc finalement, il y a une mise en place d'un système d'hygiène qui fonctionne pour le COVID, mais qu'on va vouloir maintenir après. Pourquoi pas? Ben justement, parce qu'effectivement, toutes les caractéristiques et les demandes, évidemment par rapport à un certain nombre de normes d'hygiène, etc., par rapport à la construction, mais même au-delà de ça, est-ce que dans des tendances d'utiliser des nouvelles matières, d'intégrer peut-être le numérique d'une nouvelle manière, c'est pas simplement tu as un écran, tu bâtis le truc, après tu rajoutes ta télé, mais des choses qui deviennent comme justement interactives, tactiles ou non tactiles à distance par rapport à ce genre de choses qui peuvent aussi améliorer la fluidité, on va dire, des usages. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y avait déjà des projets comme ça, ou là d'un coup, est-ce que justement aussi ces points-là sont quand même revenus sans pousser de la thématique complètement folle, où tu prononces un truc et tout se fait, et en fait ça se fait mais parce que tu voulais, mais bref, donc c'est ça, mais donc ces points-là, est-ce que ce sont des... Oui, la domotique se pousse en avant définitivement. Les matériaux qui offrent des conditions antibactériennes plus grandes que d'autres. L'idée du sas de transition, quand tu rentres chez toi, d'avoir ce principe d'un sas qui n'est pas juste un sas d'entrée, mais qui fait une transition entre l'extérieur, qui est l'envahisseur, et l'intérieur, qui est ton lieu privé dans lequel tu peux vraiment enlever ton masque. Il y a aussi une partie, peut-être sans doute culturelle. Je me pose la question jusqu'où ça va rester. On se fait dire, ben, on peut-tu ramener un powder room dans l'entrée, par exemple, qui est une vieille tradition d'avoir une toilette avec un lavabo pour que les invités puissent se laver les mains. Est-ce qu'on va retourner là de manière permanente? Je suis moins sûr. C'est un changement. Mais justement, là, tu as parlé d'un espace transitoire qui était comme l'entrée chez quelqu'un, en tout cas, ou même les espaces de choses. Donc, on arrive évidemment sur ce terme-là, parce que ce terme-là, d'un coup, c'est comme s'il avait pris une autre dimension là, avec la Covid. C'est plus simplement des endroits abandonnés à remettre ou à réfléchir à des usages transitoires. Là, d'un coup, ça devient comme une fonction même, finalement, à la limite, de tout espace, même de tout nouvel espace. Donc, déjà, cette transformation-là, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, évidemment, que pour vous, en tant que professionnel, parce que là, d'un coup, c'est quand même rajouté. Puis, j'aimerais aussi qu'on discute un petit peu de toute cette notion de l'accompagnement dans la transition. Et même cet esprit, Hugo t'en parlait tout à l'heure, d'appartenance, ou de savoir qu'on appartient à une communauté, même dans une entreprise. Pour faire ça, par exemple, si je prends une boîte comme Shopify qui a déclaré pour nous les bureaux c'est fini, si on a maintenant à utiliser ces espaces-là, ça va être de toute façon pour pouvoir se voir, pour pouvoir brainstormer, pour avoir du plaisir
versus effectivement comme travailler, donc cette transition-là, puis tu l'as cité aussi Hugo, c'est inciter les gens à revenir. Ça c'est quand même quelque chose qu'on entend énormément là. On s'entend que tu n'es peut-être pas excité de revenir dans une tour à bureau, il te faudrait 4 heures pour rentrer dans l'ascenseur pour monter à ton bureau, mais disons qu'à part ça, effectivement, le retour à cette vision nouvelle du travail, comment est-ce que dans vos pratiques justement, ça serait quoi les genres de propositions, de tendances qui seraient intéressantes d'après vous à appliquer dedans? Oui, mais pour nous, comme c'était très rapide la décision de retourner au bureau, mais je sais qu'il y a beaucoup de bureaux qui ne voudraient pas et pour des bonnes raisons, là, comme s'ils se retrouvent dans les tours de bureau, ça travaille, c'est clair que ça va être beaucoup plus compliqué. Nous, on est pignon sur rue, fait que ça fonctionne super bien et on savait que, nous, on est un petit organisme, on est dans, je dirais, encore dans la construction de notre modèle, comment on va fonctionner, puis rapidement, quand il y a eu le COVID, on s'est dit, on ne peut pas juste continuer à fonctionner comme on faisait avant. Il faut vraiment qu'on agisse à cette crise, puis qu'on regarde comment on peut pivoter notre modèle, comment on fait pour réagir. Fait que là, on a dit, si nous, on veut offrir des espaces partagés, notamment à des organismes, à des usages, des programmes issus de l'économie sociale, c'est des organismes qui sont surtout précaires, qui ont déjà de la misère à trouver des espaces de travail. Et ils vont en avoir encore plus. Là, la grande majorité des espaces communautaires municipaux sont fermés depuis le COVID, ou ils sont réutilisés pour des centres de services ou de dépannage alimentaire. Donc, tous les organismes communautaires, des milliers qu'il y en avait déjà sur la rue, on cherche encore des espaces. Puis des espaces comme tout le monde, des espaces qui sont juste des lieux de rassemblement pour faire des choses cool, mais ils peuvent quand même travailler à la maison. Ou d'autres cherchent vraiment les espaces de travail parce que les services ou le programme qu'ils donnent, il faut vraiment qu'ils soient en relation avec les gens, mais c'est toujours difficile. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec ça? On s'est beaucoup casé la tête, mais nous, on s'est dit, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est de retourner au bureau nous-mêmes pour qu'on soit capable de vraiment comprendre c'est quoi les enjeux du terrain de cette cohabitation, autant avec l'extérieur qu'avec les gens à l'interne. Fait que malgré les indications du gouvernement, on a décidé de retourner au bureau, puis on a donné le défi à nos architectes essayer de trouver une manière de rentrer 30 personnes dans un espace que normalement ça ne fitterait pas. Ça dépend de quel architecte tu demandes si on est conforme ou pas, mais... Est-ce que tu as demandé à 9? Mais je fais confiance à les notes. Okay. Et l'affaire, c'est qu'on bidouille, là, on a construit des panneaux en plexi, on a construit des nouveaux bureaux, on a bougé les gens, on a fait bouger les autres gens plusieurs fois pour assurer que les gens se sentent en sécurité. Puis on a dit, là, nous, on peut le comprendre un petit peu mieux. Puis on a un organisme qui partage l'espace avec nous, qui était responsable du programme pour la ville pour rendre les petites entreprises et les commerces sécuritaires en temps de COVID. Donc, encore avec eux, on a pu le faire parce qu'on a un petit espace café qui se posait de recevoir les gens de la rue. Mais tu sais, normalement, ça aurait dû être beaucoup plus productif et intéressant que ça l'est en ce moment, c'est dommage. Donc, ça, c'était notre première étape. Après ça, on s'est rendu compte que le genre de travail qu'on fait, qui est encore beaucoup dans la collaboration, l'invention, il fallait qu'on soit tous ensemble pour le faire. On a vu quand même une baisse de productivité pendant le temps de COVID. On s'est concentré sur les projets plutôt à l'interne. C'était pas possible de tenir toutes les rencontres ou les activités qu'on aurait voulu faire. En plus, je pense que si je peux faire un commentaire plus macro, je pense que étant donné que notre problématique primaire, c'est la question de la précarité, les organismes qui cherchent les espaces, les organismes qui voudraient faire fonctionner un magnifique projet comme ça, mais que ça va prendre des années, des décennies même pour qu'ils puissent le construire parce que c'est tellement complexe le monde, comme on l'a construit en immobilier puis en planification. Donc, nous, on voit énormément d'opportunités à travers ça. Il y a une centre-ville qui est pratiquement vidée, des commerces qui se vident, des vitrines. Il y a beaucoup de locaux vacants. Il y en avait déjà des pourcentages énormes au centre-ville, puis il y en a encore plus. Les étages, des grands tours qui se fait sous-louer à des autres organismes. Tout ça, c'est des potentiels pour réfléchir à la société puis poser des questions. Mais on a encore les mêmes enjeux qu'on avait avant. Il y a toute la culture de la permanence, la culture de l'amortisation, la culture de vouloir
faire des choses une fois pour bon. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment comme toujours les mêmes défis par rapport à essayer de présenter un processus itératif de construction avec les communautés pour essayer de trouver des espaces abordables, des espaces collectifs à travers le temps. Donc ça, c'est comme, je pense que comme, en termes de grande tendance immobilier, on ne pourrait jamais savoir qu'est-ce qui va se passer au centre-ville de Montréal. On sait que nos confrères en Europe, ils ont tous retourné au travail, puis se donnent des listes, puis c'est comme rien n'était. Puis eux, ils nous ont dit genre, ouais, c'est ça. Ils nous ont dit genre, vous allez voir, dans 2 semaines, ça va être comme si rien, ça va être trop bien. Donc on a dit, ok, super. On pensait que ça arrivait pour nous aussi, mais c'était pas ça. Tout le monde rentre avec des masques, puis comme on apprend à travailler comme ça parce qu'il y a juste pas assez d'espace pour faire autrement. Puis qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les grandes entreprises, les grands bâtiments, centre-ville qui vont devoir complètement se réinventer, probablement pour la 2e fois dans la dernière décennie, parce qu'il y a eu déjà les réinventions de beaucoup de ces grands tours. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y a la possibilité de proposer des zonages temporaires. C'est vraiment des choses comme vraiment innovantes, des choses pour Saint-Denis, les artères commerciales qui sont en dévitalisation, de commencer à penser comment on peut utiliser ces espaces autrement que uniquement des commerces. Quelque chose qui était déjà en train de se faire, mais en fait, maintenant, c'est juste accru, c'est possible. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'on a encore de la difficulté à faire valoir les argumentaires du transport. Mais, ok, c'est ça. Fait que je conclue sur ce point-là. Puis, la question de vivre ensemble, le collectif, ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien parce que tous nos projets sont construits avec la logique de la cogestion. Donc, on veut que les espaces soient abordables, on veut que les gens participent, qu'ils se responsabilisent. Puis on voudrait idéalement, par exemple avec la Cité des hospitalières, qu'Entremise puisse se retirer à la fin, puis il y aura la création d'un vrai commun urbain où les communautés deviennent des partenaires de développement à plus long terme. La Société des hospitalières, c'est quel bâtiment? C'est, tu vois, l'Hôtel Dieu. C'est de l'Hôtel Dieu. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas l'Hôtel Dieu au complet, c'est juste la partie qui était des religieuses. Tant mieux, parce que c'est elle qui a conservé toute son authenticité patrimoniale. Puis elle est magnifique et elle a vraiment beaucoup de potentiel. Et actuellement, ce n'est pas connu son vocation future. Fait que nous, ce qu'on propose, c'est une méthode où, en laissant la communauté rentrer dans l'immeuble pour tester l'usage, qu'un programme pourrait se développer à travers le temps. Et on va voir si c'est possible dans le cadre de COVID, mais ça fait en sorte que si on veut qu'ils soient capables de recevoir le projet à la fin du période, transport, on appelle, c'est sûr que la cogestion, la responsabilisation collective est essentielle à cette structuration-là. Fait que nous, on travaille tout ça en ce moment pour voir comment on peut le rendre plus intéressant. C'est jamais évident parce qu'on sait qu'il y a des espaces que nous on appelle autorisants. Il y a certains critères qui font en sorte que tu te sens autorisé puis intéressé dans un espace, puis il y a certains critères qui font en sorte que tu te sens comme repoussé ou incapable d'exprimer. Fait que c'est ça, on creuse beaucoup ça. Puis je pense que COVID, c'est les mêmes règles. De toute façon, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de ressentis et d'émotifs par rapport à un comportement face à ce genre de choses, mais il y a quand même une approche intéressante, là, justement, quand tu parles de collectif et d'appropriation. Ouais. On a honnêtement rarement pensé à son staff et les employés d'une entreprise comme d'une communauté qui aurait ou qui devrait même s'approprier leurs propres espaces. Il y a un espace de travail, à nouveau, c'est un espace très très fonctionnel dans lequel c'est assez cadré pour faire des choses, mais ce sentiment d'appartenance, ou en tout cas de véritablement comme commun, en fait, pour créer ce sentiment-là, est certainement très très intéressant à pousser et à voir un petit peu comment, si on ramène justement ce sentiment d'interprétation ou d'usage ou de commun avec des éléments, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont modulaires, qui peuvent être suffisamment fluides, certainement qu'il peut y avoir des points, et là tu parlais aussi d'être confronté à des espaces dans lesquels tu ne te sens pas le bienvenu.
Là, pour l'instant, c'est quand même le ressenti de quand même beaucoup de personnes où ils ne se sentent pas le bienvenu, ou ne se sentent pas le bienvenu dans leurs propres espaces de travail. Donc, cette désappropriation ou cette réappropriation, effectivement, il va falloir la penser certainement avec des approches comme vous pouvez Puis pratiquer. notamment pour tout ce qui est les procédures de sanitation qui sont absolument essentielles en ce moment. Comme il y a toujours cette idée de j'ai utilisé la table plastique qui le nettoie. C'est comme nous, évidemment, on prend tout ce qui est comme c'est la personne qui va le faire. Et c'est vraiment fascinant parce que c'est pas souvent les gens le font pas parce que c'est pas qu'ils le font pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils pensent que c'est pas à eux ou ils peuvent pas. Et ça, c'est tout ce qu'on creuse. Donc là, la règle et la responsabilité, ça s'appelle de l'éducation. Donc il va falloir s'éduquer évidemment à des nouveaux usages ou des nouveaux comportements par rapport à ça. Et certainement, ça sera intéressant de voir comment ça continue. Parce que pour sauter justement dans notre troisième partie, où ça serait intéressant, vous nous avez déjà donné des exemples, même peut-être un petit peu plus de les creuser. J'aimerais pouvoir vous proposer de croiser en fait 2 sets de sondages qui sont parus dans les dernières semaines. Un étant, si on sonde les employés, à plus de 60%, ces gens-là veulent considérer les pratiques de télétravail dans leurs pratiques futures par rapport à la manière qu'ils vont avoir à travailler et interagir avec leurs employeurs. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, quelque chose qui est sorti la semaine dernière, 82%, je pense, des employeurs s'attendent à ce que leurs employés reviennent au travail le plus rapidement possible. Et on s'entend que le corollaire de voir ou la volonté d'intégrer des pratiques de télétravail chez les employés va jusqu'à, mais si mon employeur ne me donne pas ces options-là, ou en tout cas ne m'amène pas à réfléchir et à la responsabiliser justement pour créer en fait une résonance, une pertinence par rapport à ça, ben je vais changer d'emploi et je vais chez quelqu'un d'autre. Alors, donc voilà des données très très intéressantes à ces professionnels-là, des deux côtés, d'ailleurs employés ou employeurs. Ça serait quoi les points que vous pourriez leur amener là-dessus? Je vais te laisser répondre, Hélène. Je fais juste l'anecdote. Cette semaine, j'ai passé une entrevue puis pour engager quelqu'un et la personne m'a posé la question simple, est-ce que vous êtes ouvert au télétravail? Elle n'a pas dit, est-ce que vous êtes ouvert au télétravail pendant la période du COVID? Puis nous disons à long terme, oui. Et la réponse est, évidemment, je veux dire, la porte s'est ouverte, puis c'est une poussée en avant, puis une manière de penser qui sera évoluée par rapport à la notion de travail. Moi, je le vois même au niveau du flot de clients dans le résidentiel qui, en ce moment, c'est fou. Les gens repensent leur espace personnel parce que, premièrement, ils ont passé énormément de temps à la maison, puis ils ont eu du temps de réfléchir à leur... Et de revisiter leur salle de bain pendant que les enfants étaient en train de faire autre chose dans la maison. On sent que c'est vraiment une tendance. Les gens veulent plus grand, ils veulent agrandir, ou ils cherchent à déménager dans plus grand, ou ils s'excentrent. Donc, ils vont... on a des clients qui ont acheté, par exemple, à la Chine, ils s'éloignent du bureau. Ils ne vont pas jusqu'en campagne ou en région, mais ils s'éloignent quand même. Puis là, ils voient qu'ils ont plus de pieds carrés. Et donc, c'est carrément dans l'investissement d'une vie, là, de ta maison. C'est pour ça que nous, on pense que c'est vraiment quelque chose qui va rester sur du long terme parce qu'on voit que les gens font vraiment des investissements majeurs pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Et oui, le bureau fait partie de la demande, comment on va l'intégrer. Et donc, je pense que les entreprises n'auront pas le choix d'offrir la possibilité. Et puis nous autres aussi, on a eu une demande d'un nouvel employé qui nous demandait. Et puis là, on se regarde, on dit, oui, encore. Donc, oui, c'est vraiment dans un mouvement qui est arrivé vite, mais qui les gens prennent des décisions importantes par rapport à ça. Ouais. Il y a des exemples aussi qui n'ont rien à voir avec, pour moi,
m'a frappé durant les 3 derniers mois, qui n'ont rien à voir avec la question, mais qui la touchent forcément, la télémédecine. Donc, on sait que, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire de même, que les médecins font un peu de résistance à ouvrir cette porte-là. Le COVID a obligé une accélération là aussi. Donc, la télémédecine, ben, c'est que ta petite fille, ton petit gars fait de la fièvre, puis au lieu de te taper 4 heures, tu restes à la maison. Puis ça prend 1h30, ça désengorge les hôpitaux. Et on vient de faire un saut en avant, et tant mieux pour tout le monde, pour notre société. Mais conséquemment, je fais le lien avec le papa ou la maman qui décide de rester à la maison cette journée-là, puis qui combine avec son travail, avec cette réalité-là, puis qui dit, excuse, mon enfant est malade aujourd'hui, c'est un no-brainer, je reste à la maison, puis de toute façon, on est organisé, je peux travailler ici. La porte s'est ouverte, puis elle ne peut pas se refermer, parce qu'il y a le gros bon sens aussi, il y a l'idée de ce genre d'exemple, jusqu'à celui de, pour moi, l'autre qui est, on l'a tous en tête, qui est l'idée de la circulation automobile, le transport public ou privé. Tu sais, l'exemple que tu donnes, j'en ai un en tête aussi. Un matin, il m'appelle, Hugo, qu'est-ce que tu penses si je déménage plus loin? Mais ça venait avec, j'ouvre la porte au télétravail. Pourquoi? Parce que je ne me taperai pas cette distance-là 5 fois semaine, mais 2 fois, 3 fois, c'est peut-être possible. Puis là, il y a un monde qui s'ouvre parce que là-bas, il y a plus de verdure, ou j'ai une plus grande maison, ou j'ai une condition de vie qui me plaît. Donc, c'est un non-retour. Après COVID, on déménage pas en ville parce que la porte est ouverte, elle ne peut pas se refermer. On a des clients qui ont downsizé en ville, mais qui ont choisi d'acheter pour acheter un chalet puis passer vraiment beaucoup de temps, comme presque moitié-moitié, voire même plus de temps. Mais tu sais, pour enchaîner avec la résistance de l'employeur, dans la question, parce qu'elle va dans les deux sens, je veux dire, encore une fois, pour moi, la réponse, elle est possible à donner, puis je pense qu'il faut le voir comme un défi positif, c'est de faire l'effort, d'assurer que la qualité de vie, puis la pertinence d'être au travail existe pour chaque entreprise, puis si c'est un défi qu'il faut rencontrer, affrontons-le, tu sais. Mais dans tout ça, il y a un nouvel équilibre qui va se placer entre un peu de télétravail, un peu plus, un peu moins, dépendamment des industries, parce que pas toutes les industries qui ont les mêmes besoins. Tu ne peux pas faire des traits, des moyennes générales pour tout le monde. Ça dépend de ce qu'on fait. Moi, j'ai des clients qui sont des développeurs, puis ils sont dans la culture du chantier, puis parce que c'est des développeurs entrepreneurs, puis un chantier, ça a été aussi besoin essentiel dans le processus du COVID, donc ils ont fallu recommencer tout de suite, puis ceux qui sont au bureau développeurs ont senti besoin de revenir plus vite ensemble. Donc, la plupart de nos clients sont presque tous au bureau, et alors qu'en architecture, ce que je comprends, c'est que nous, on est à peu près 20% présents au bureau actuellement, puis c'est à peu près la moyenne. Là. Donc, si les besoins peuvent changer. Mais c'est pas viable à long terme. T'sais. Donc, dans le sens de l'employeur qui dit non, il faut qu'on revienne, c'est pas viable. Comment, sous quelle forme, avec quel rythme, avec quelle fréquence, ça va se définir. Mais moi, ça me semble clair que la culture d'entreprise ne peut pas exister. De toute façon, je veux dire, on va partir, on va déménager. Hein, je veux dire, on ne va pas rester dans un bureau qui est à 20% plein à long terme. Donc, il faut le justifier aussi. Alors, c'est ça. Donc ça, cette culture d'entreprise, de toute façon, il va falloir écrire, j'imagine, au fur et à mesure. De toute façon, comme la méthode que tu as faite en testant des choses au fur et à mesure, en regardant au fur et à mesure, mais en restant très très ouvert justement sur ce sentiment de voir faire évoluer les choses, en tout cas que les gens se sentent faire partie de la conversation. Ce sera certainement comme une avenue aussi intéressante en termes de pratique. J'ajouterais juste un petit point négatif peut-être, c'est que on observe quand même une dégradation
conditions. Sans doute parce que l'humain, par nature, il n'a pas toujours tous les réflexes de sortir, de bouger. Puis le travail, c'est 5 jours par semaine, je sors, je monte des escaliers, je me déplace. Alors que là, tu as le choix de partir ta semaine et de rester complètement sédentaire. Il y a un impact sur la santé. Donc ça va aussi dans le sens de la responsabilité sociale, non pas juste de l'employeur, de dire attention, on peut pas aller trop loin dans cette direction-là. Donc la réflexion sur le bien-être, et sur les limites même à se poser par rapport à ça, on s'entend qu'ils vont se poser au fur et à mesure. Dernier point vers toi justement par rapport, disons qu'on le sait, là, la réalité par rapport à amener le sujet du transitoire par rapport à un espace urbain, puis évidemment les partenaires publics. Est-ce que, d'après toi, il va y avoir comme une accélération aussi de ce côté-là sur justement repenser peut-être des codes ou repenser des usages, en tout cas avoir plus de liberté? Est-ce que ça sera encore un vœu pieux ou tu t'attendrais à ce que des conversations s'ouvrent par rapport à c'est sûr qu'eux, ils vont pas prendre les devants. Mais comme je pense que comment ça va fonctionner, c'est que avec le projet qu'on va ouvrir bientôt, c'est que là où on nous demande de quand même rester dans les mêmes limites que les espaces municipaux traditionnels, je pense qu'on va voir rapidement que ça ne fonctionne plus. Il va falloir utiliser l'espace autrement, surtout pour des organismes, comme on a parlé déjà de comme ils cherchent des espaces un peu différents qu'ils cherchaient dans le passé. Un usage que j'ai vu beaucoup, c'est l'entreposage. Donc, j'avais un bureau, j'en ai plus besoin, mais il faut quand même que j'entrepose des choses associées à mon entreprise et j'aimerais aussi accéder de temps en temps à une salle de conférence. Fait que ça, c'est comme, ça, j'ai vu ça beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Je sais pas, mais je pense que la ville, tout le monde va devoir pivoter, mais pour moi, le plus gros risque, c'est que ces bâtiments-là, ils restent vacants encore, puis qu'on fait rien avec parce que ça rajoute juste un élément de plus d'inconnu. Mais chez nous, on a toujours eu la possibilité de faire le télétravail. Donc, c'est pas vraiment un nouveau affaire. Mais je trouve que c'est vraiment fascinant de regarder toutes les mutations de banlieue vs ville. Puis qu'on a pensé dans le contexte historique à quel point ça a aussi été des enjeux de santé, puis de contamination, puis de bien-être qui a fait en sorte que les gens ont déménagé en banlieue. Puis là, pendant que moi j'étais jeune, c'était tellement pas cool de vivre en banlieue. Puis là, c'est comme revenu que tout le monde à qui je parle veut déménager en banlieue, mais moi, tu sais, mais ça fait. Ça, c'est normal parce que tu vieillis, c'est ça. Excuse-moi! C'est Mais ça s'appelait. Ça se voit, là. Non. Ce que je pense, c'est que ça fait peur aussi parce que ça questionne sur qui va rester en ville, parce que ça dépend de ce que tu fais qui va te permettre de pouvoir accéder à des espaces verts. Puis pour moi, c'est vraiment fascinant tout ça. Qui va rester en ville, ils vont faire quoi, qu'est-ce que ça va devenir, quels sont les potentiels qui vont être dévoilés par tout ça. Je pense que le transitoire, il y a un gros rôle à jouer là-dedans. Comme elle a quand même émergé dans tous les pays où il y a eu des grosses zones de vacances, des grands ensembles vacants. Puis peut-être dans 10 ans, les gens vont pas penser que c'est bizarre ce qu'on fait. C'est pas le cas. En tout cas, vous trouvez ça naturel. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au niveau de l'évolution. Je pense qu'on a pas mal fait le tour des sujets de notre côté. Est-ce que du côté de notre audience, est-ce que vous auriez des questions ou des remarques à partager? Le micro est ouvert. Oui? Moi, j'ai une question, c'est par rapport à ce que tu disais sur l'immobilier modulaire. Là, je me demande, parce qu'on peut toujours garder 2 mètres de distance, est-ce que c'est aux gens vraiment de faire attention avec une équipe pour garder 2 mètres ou est-ce que c'est encadré? Je me demandais. C'est sûr qu'on a fait différentes simulations pour voir c'est quoi la distance entre les usagers. Quand c'est à pleine capacité, on n'a pas le 2 mètres comme tel, là, on a le 1,50. On a un petit peu moins que le 2 mètres. 1m50, c'est correct. 1m50 assis, c'est correct. Ouais. Le point, c'est d'arriver à être assis. Mais sinon, une fois que tu es assis, ça marche. Donc, moi, je pense que ça va y aller, en fait, graduellement aussi, là, parce que les gens ne vont pas tous se ruer. En tout cas, on espère beaucoup de succès et que les gens viennent, là, évidemment.
Mais non, on n'a pas choisi de mettre des plexiglas sur les tables de travail, en tout cas pour l'instant. Mais c'est ça. Le modèle, il permet plutôt d'être en relation sans être cordé sur une grande table rectiligne où on n'est pas vraiment en relation à part les personnes qui sont de chaque côté ou en face. Mais là, on est plus comme en angle, fait qu'on peut quand même avoir des liens sans aller à côté de la personne pour lui parler. Ou en tout cas, c'est un peu cette idée, puis d'avoir la possibilité d'ajouter aussi des gens si, à l'inverse, d'augmenter la capacité si on veut avoir une table où c'est seulement 4 personnes qui travaillent. Éventuellement, si on fait une réunion, ben, il peut y avoir 8 personnes autour de la table. Donc, de pouvoir s'adapter parce qu'on se dit que la COVID, ça ne va pas durer éternellement, on croise les doigts. Mais oui, ça fait partie quand même de la réflexion puis de calibrer tout ça pour que ça fonctionne en temps de COVID. Puis, je pense que ça aborde la question du degré de tolérance parce que là, on a chacun comme un cercle de 2 mètres autour de nous, mais est-ce qu'on tolère 1m80, 1m50? J'ai l'impression que ça dépend des gens, puis des entreprises. Comme moi aussi, je travaille sur l'aménagement du bureau pendant la COVID, puis on se rend compte que souvent c'est moins, mais là on tolère parce que c'est un passage temporaire, parce qu'on n'est pas juste derrière quelqu'un. Là, si on est assis, il fait vraiment 2 mètres, on a l'impression qu'il y a vraiment 2 mètres. On adapte selon ce qui fait notre affaire aussi. Oui, puisque ça n'existait pas avant. C'est comme si on faisait nos propres règles. Mais de le faire évoluer de toute façon en termes de design, c'est de toute façon toujours ce qu'on dit. Un bon design, en fait, est suffisamment compréhensible sans avoir à expliquer comment l'utiliser et induire des usages. Là, dans la réflexion, c'est d'induire des usages qui peuvent être aussi sécuritaires pour l'instant et de pouvoir le faire. Un mobilier, ça se positionne aussi au fur et à mesure, dépendamment l'éloignement et le positionnement, on va dire, dans l'espace. Donc, tout ça est fait. On l'a dit, il y a quand même un grand effet d'éducation. Il y a peut-être des éléments qui vont rester et d'autres, on va certainement l'oublier d'ici certaines années, mais globalement, c'est quand même pas mal l'esprit de justement cette capacité de pouvoir justement comme intégrer ça et d'en faire ce qu'on a envie de faire, et pas obligatoirement de dicter les choses, mais plutôt de... Ça me fait penser, dans la notion d'éducation, à un voyage qu'on avait fait au Japon où tu comprends que la signalétique au sol est continue, puis il y a des protocoles de comportement de distance qui existent. Ils n'ont pas attendu le COVID, là, puis ça fonctionne bien. C'est clairement plus militaire que notre manière de fonctionner, mais c'est foudroyant d'efficacité. Puis pour moi, ça, c'est une des choses que je me dis qui va peut-être rester un peu, c'est pas notre culture ici, mais comme ça, de respecter une distance, de ne pas être dans la bulle de l'autre, puis peut-être d'accompagner ça de système de signalétique, parce que c'est ça qui permet de t'en rappeler tous les matins, pour aller prendre ton train, de voir au sol qu'il y a une distance, on ne se colle pas sur l'autre. Mais je le dis, puis je me demande si on veut ça, mais certainement que c'est peut-être quelque chose qui pourrait rester après le COVID, comme un changement de cap un peu. Okay. D'autres questions par rapport à ce sujet passionnant? Non? Oui? Moi, j'en aurais une. Je me demande, dans le multirésidentiel, vous avez nommé les enjeux de sédentarité en ce moment, personne ne va au travail. Est-ce que dans les projets de multirésidentiel, il y a eu cette demande-là d'intégrer davantage le design actif? Ou ce n'est pas des enjeux qui ont été soulevés dans le domaine résidentiel du tout? Personnellement, ce que je dirais, c'est qu'il y a une tendance à les intégrer de plus en plus dans les projets, puis il y a des villes qui poussent très très fort pour en faire leur combat, jusqu'aux résidences à partir des voies
tout ce qui est transport en commun, à partir des pôles de transport en commun. Mais je n'ai pas remarqué d'effet COVID, de changement de programme fonctionnel relatif à ça. Peut-être une accélération, peut-être une prise de conscience plus grande, mais c'est des projets qui sont sur les tables quand même. Souvent initiés par les villes. En tout cas, de notre côté, on n'a pas encore ajouté des rameurs ou des tapis sous les chaises quand on est installé. Peut-être qu'on pourrait penser à ça. Ça pourrait être vraiment une très bonne idée, là, finalement, pour dépenser un petit peu d'énergie s'il nous en reste encore. Ça, on va en reparler de ça. Oui, ou alors effectivement des mini-piscines pour pouvoir des mini-piscines. Ça va arriver un jour, c'est promis. On est déjà oui, on est déjà de quoi. Écoutez, est-ce que d'autres questions ou d'autres points d'intervention? Non? Écoutez, génial. Voilà. Ce qui met le point final à notre programmation d'été sur les espaces. J'espère que vous dans la salle et vous en ligne, vous aurez apprécié un petit peu nos différentes interventions. On vous communiquera nos nouveaux thèmes pour la rentrée. Cette fois-ci, on passera de l'extérieur des espaces à ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire les humains. Donc voilà, comment les humains se comportent-ils et comment est-ce qu'on va peut-être réussir à répondre à leurs besoins et leurs usages qui ont évolué. En tout cas, merci beaucoup pour ces conversations très intéressantes. J'espère que ça vous a donné des idées à tous en ligne, ici. À la prochaine. Merci.